je vais appeler Marina Kvaskov pour parler recherche participative. Merci encore. Et sur deux sujets, donc un sujet épidémiologique, qui est la cohorte Compare, dont Marina, qui est présidente du comité scientifique de Compare, va parler, et puis Patrick va parler du French Gut, et ils vont faire tous les deux appel à vous pour participer à la recherche, parce que je pense que ça vaut la peine, il faut contribuer. Marina, c'est ça? Comme ça, Patrick, tu te reposes. Alors, bonjour à tous et tous. Donc, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de recherche participative, qui est un sujet passionnant, notamment dans l'endométriose. Et donc, je vais vous parler de l'exemple de Compare endométriose. Alors, Compare, qu'est-ce que c'est? Compare, c'est la communauté de patients pour la recherche. C'est un projet de recherche collaboratif sur les maladies chroniques. Qui est porté par la PHP et qui constitue en fait une communauté de participants qui sont atteints de maladies chroniques, quelles qu'elles soient, et qui ont souhaité donner de leur temps pour la recherche. Et donc pour ça, ces personnes-là répondent à des questionnaires tous les mois sur différents sujets en lien avec leur pathologie chronique. Donc, dans Compare, il y a 60 000 personnes atteintes de maladies chroniques et ces personnes ont pu déclarer une ou plusieurs pathologies, comme par exemple de l'asthme, du diabète, de l'endométriose. Et les personnes qui ont déclaré une même pathologie sont dans une sous-cohorte. Donc, il y a la sous-cohorte Compare diabète, Compare asthme, Compare endométriose. Et donc là, je vais vous parler plus précisément de Compare endométriose. Donc, Compare endométriose, c'est une sous-cohorte qu'on a lancée fin 2018 qui a inclus près de 12 000 participantes de Compare qui ont déclaré une endométriose et ou une adénomiose. Le projet comprend les deux pathologies. Parmi ces 12 000 participantes, un peu plus de 8 000 ont rempli le questionnaire initial sur l'endométriose, donc ça fait à peu près 70%, qui constitue le pool de participantes actives qui sont suivies activement dans la cohorte. Donc les objectifs de Compare endométriose, c'est de décrire le vécu des patientes avec la maladie. C'est aussi de mieux comprendre la progression de l'endométriose, d'essayer de comprendre quels sont les facteurs qui sont associés à une progression défavorable de la maladie ou au contraire à une amélioration des symptômes au cours du temps. Donc pour ce faire, on s'appuie sur un conseil scientifique de 14 membres qui est composé de chercheurs, de cliniciens, également de patientes, des patientes qui sont représentantes d'associations et également des patientes hors association. Et jusqu'à présent, avec ce projet, nous avons publié 5 articles, 2 sont soumis et nous avons une dizaine d'études en cours. Et donc, on peut citer que les travaux sur cette cohorte ont été primés en congrès national, en congrès international également. Et Solène Gouesbé, qui a fait sa thèse d'épidémiologie dans l'équipe sous ma direction, a obtenu un prix de thèse de la Direction générale de la santé en santé publique. Donc ça a très bien fonctionné et donc nous avons levé près d'1 million d'euros de financement pour la recherche sur cette cohorte, dont de l'Agence nationale de la recherche, la Fondation de France, la Fondation Apicil, la Fondation Recherche médicale. Et puis, on a également le soutien d'associations de patientes, donc notamment d'Endomind, qui, via l'EndoRun chaque année, donne une partie des fonds collectés pour la recherche sur Compare endométriose, mais également EndoFrance, EndoAction et la Balle et l'Endo. Donc, c'est un projet qui implique beaucoup les associations de patientes. Et donc, en quoi ce projet est un projet de recherche participative? Eh bien parce que les patientes, les femmes atteintes d'endométriose, peuvent participer à différents niveaux. Donc d'abord parce qu'elles vont répondre aux questionnaires de l'enquête. Donc il y a à la fois des questionnaires généraux sur les maladies chroniques et des questionnaires spécifiques à l'endométriose, comme on va le voir. Elles peuvent participer aussi au conseil scientifique de la cohorte et donc avoir un impact sur l'orientation des protocoles de recherche, des outils de collecte de données, c'est-à-dire les questionnaires, sur la façon dont on pose les questions pour que ce soit le plus adapté possible pour les patientes. Et puis elles vont également participer à certains projets de recherche ou voire même être co-autrices de certains articles scientifiques.
Et enfin, les patientes peuvent également suggérer des projets de recherche selon leur expérience et selon leur questionnement. Elles peuvent proposer des idées thématiques de recherche. Et donc ça, c'est une chose à laquelle on peut toutes et tous participer, qu'on soit dans la cohorte Compare ou non, sur le site inspire-compare.fr. Et donc c'est Inspire pour identification, narration et sélection par les patients d'idées de recherche. Et donc là, on est en train de regarder justement quelles ont été les idées qui ont été transmises par les patientes. Donc ça va pouvoir nous donner des pistes de sujets d'intérêt pour les patientes. Alors dans Compare Endométriose, il y a plusieurs questionnaires. Donc il y a déjà les questionnaires de Compare qui sont des questionnaires généraux, qui sont des échelles standardisées sur la vie avec la maladie, le fardeau du traitement, la qualité de vie. On a aussi des données sur les caractéristiques sociodémographiques, par exemple. Et donc ça, c'est commun à toutes les pathologies chroniques. Et puis, il y a également différents questionnaires spécifiques. Donc là, on a envoyé seulement aux personnes qui sont dans Compare Endométriose. Donc il y a par exemple un premier questionnaire qui s'est focalisé sur le parcours pré-diagnostic, les antécédents familiaux de la maladie, les caractéristiques de la maladie en elle-même, son type, son stade, etc. On a également posé des questions sur le parcours chirurgical et les examens d'imagerie, l'historique des symptômes douloureux et leur intensité au cours de la vie, mesurée avec une échelle standardisée, les douleurs neuropathiques, l'infertilité, et puis donc d'autres questionnaires sont à venir. Et on fait également un suivi prospectif, c'est-à-dire qu'on suit les participantes dans le temps. Et donc tous les ans, on collecte des données sur leurs symptômes douloureux, qu'on met à jour, et on met à jour également les informations sur leur traitement. Et donc ça nous permet de suivre l'évolution en fait la progression des symptômes douloureux de la maladie. Donc pour vous donner quelques exemples de premiers résultats, donc la toute première étude qu'on a fait dans Compare Endométriose, c'est l'étude qu'on a appelée baguette magique, parce qu'on a demandé à un échantillon de 1000 patientes, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre prise en charge? Et donc ces 1000 patientes ont proposé 2500 suggestions qu'on a codées en 61 idées, regroupées en 14 thèmes. Et les 3 premiers thèmes proposés par les participantes étaient tout d'abord d'améliorer la connaissance et la reconnaissance de la maladie par les soignants, de mettre fin aux violences médicales et enfin d'améliorer la prise en charge des symptômes et des soins spécifiques à l'endométriose. Et donc ça, ce sont des résultats qui sont très importants parce qu'ils portent la voix des patientes et on a pu présenter ces résultats auprès de divers acteurs politiques, académiques, médicaux. Et donc c'est extrêmement important de pouvoir porter la voix des patientes et donc c'est ce que permet de faire ce projet Compare Endométriose. Un autre exemple de résultat, c'est une étude qu'on a menée sur le délai de diagnostic. Donc on entend souvent que le délai de diagnostic moyen de l'endométriose est de 7 ans, et ce chiffre-là se base sur une étude multicentrique qui a comporté plusieurs pays, mais pas la France. Et donc là, dans cette étude qu'on a réalisée auprès de 7000 participantes de Compare Endométriose, eh bien, il y avait un délai moyen de 10 ans entre le début des symptômes et le diagnostic de la maladie. Alors ce délai de diagnostic allait de 0 à 42 ans, donc on s'est dit on a certainement des données aberrantes, et quand on a regardé dans les commentaires laissés par les participantes qui avaient un très fort délai de diagnostic, on s'est rendu compte que c'était des vraies histoires en fait, d'errance diagnostique, et qu'il y avait vraiment un très très fort délai avec des patientes qui ont obtenu leur diagnostic très tard dans leur vie. Et donc, on a regardé aussi quel était le parcours de ces femmes et quel était le parcours médical avant le diagnostic. Et donc, en moyenne, avant de recevoir le diagnostic, les patientes de l'étude ont consulté 8 professionnels de santé différents et 3,5 types de professionnels de santé différents avant d'obtenir un diagnostic. Et donc, ce qui était très intéressant aussi, alors bon, c'est une étude qui est vraiment transversale, c'est-à-dire que là, on regarde des associations sans hypothèse sur la temporalité. Hein, donc, les facteurs qu'on a regardés n'augmentent pas le délai de diagnostic. C'est vraiment une association basique, sans causalité. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes qui avaient un plus fort
délai de diagnostic, elles avaient plus tendance à être dans une situation financière difficile, être sans emploi, avoir un plus grand nombre de pathologies, avoir un niveau de dysménorrhée pré-diagnostic plus important aussi. Et donc ça, on était assez surpris par ce résultat parce qu'on s'est dit peut-être que les femmes qui ont un fort délai diagnostic, ce sont des femmes qui avaient moins de symptômes ou des symptômes moins intenses. Et en fait, non, les symptômes plus intenses étaient associés à un délai diagnostic plus fort. On a fait l'hypothèse aussi de se dire que les personnes qui avaient des antécédents familiaux de douleurs chroniques, d'endométriose ou d'adénomiose, avaient certainement un délai de diagnostic moins important puisque déjà sensibilisées dans leur famille, dans leur entourage. Et en fait, c'était l'inverse. En fait, c'est l'un des facteurs qui était le plus fortement associé au délai de diagnostic. Et donc, ça met en exergue le fait que finalement, il y a peut-être une banalisation des douleurs dans la famille. Bah, c'était comme ça pour moi, c'est comme ça pour toi aussi. Et voilà, et finalement, c'était important de pouvoir se rendre compte de ça. Et en revanche, il y avait une association inverse avec l'âge aux premières règles, c'est-à-dire que plus l'âge aux premières règles était tardif, et plus le délai de diagnostic était court. Donc j'ai d'autres exemples de résultats, mais je vais passer plus vite parce que non, je ne peux pas. Ça y est. Bon, eh bien voilà, on a réalisé d'autres études sur le sujet. Excusez-moi, je pourrais en parler beaucoup trop longtemps, mais je voudrais simplement vous citer quelques exemples d'autres études en cours et vous montrer aussi qu'on peut faire plein de choses finalement avec ce projet de recherche, puisque donc là on a un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, qui porte sur les polluants organiques persistants et leur impact sur la sévérité de l'endométriose. Donc, dans le cadre de ce projet, on va recruter 650 patientes. On va pouvoir utiliser les données qu'on a déjà collectées via les questionnaires et on va doser le taux de polluants, donc des perturbateurs endocriniens, dans le sang de ces volontaires et lier ça avec la sévérité de la maladie, sévérité de la douleur, sévérité anatomique et au niveau d'imagerie. Donc voilà, et puis donc on a plusieurs collaborations nationales et internationales sur ce projet Compare Endométriose, avec un impact des travaux sur la cohorte très important, puisqu'on a été également sollicité par la CNAM avec une étude en cours sur le reste à charge des personnes atteintes d'endométriose, donc une étude très importante qui va pouvoir donner des chiffres très importants au niveau national. Et puis, on utilise les résultats donc dès que possible pour eh bien, communiquer au grand public, à la communauté médicale et scientifique, mais aussi auprès des politiques. Et donc j'ai eu l'occasion, par exemple, cette année, de présenter les résultats et donc l'exemple de ces résultats sur l'endométriose au Conseil de l'Europe. Donc c'est très important et c'est pour ça que je crois que ça n'a... Ah oui, donc voilà, effectivement, il y a ça aussi. Donc on fait beaucoup on parle beaucoup des résultats au niveau sociétal. Et donc pour terminer, eh bien, nous avons besoin de vous pour faire avancer la recherche sur l'endométriose. Et donc je vous invite dès aujourd'hui à participer si vous êtes atteinte d'endométriose ou d'adénomiose, ou si vous connaissez des personnes de votre entourage, vous pouvez participer sur le site compare.aphp.fr. Merci beaucoup. Bonsoir. Présentation de French Gut. Alors je vais commencer sans les slides, hein, c'est pas grave. Donc nous sommes en train de lancer, ça fait déjà quelques mois et en fait 1 an pour être exact, le French Gut, le microbiote français, qui est une étude de sciences participatives. Avec différents acteurs, différents partenaires. C'est une étude coordonnée principalement par INRAE et par la PHP. Alors, quels sont les objectifs de cette étude et pourquoi nous avons réalisé cette étude? Premier point, nous souhaitons recruter 100 000 participants de la population générale, des personnes malades ou des personnes saines en bonne santé. Pourquoi? Pour essayer, à travers l'analyse du microbiote intestinal, de questionnaires de santé et de questionnaires alimentaires, de mieux comprendre, dépister, prévenir et soigner les maladies chroniques. Puisqu'on on émet l'hypothèse qu'on pourra trouver des signatures prédictives de l'arrivée de maladies bien avant que ces maladies arrivent.
Nous espérons également, grâce aux données qu'on va collecter, pouvoir travailler sur des recommandations nutritionnelles de prévention et personnalisées. Puisqu'on sait que le microbiote est très variable d'un individu à l'autre, il y a de fortes chances que certaines personnes vont réagir à certains facteurs et alors que d'autres personnes vont réagir à d'autres facteurs. Et enfin, c'est aussi un projet de sciences participatives et c'est l'occasion de sensibiliser, de communiquer autour du microbiote, autour des bonnes pratiques alimentaires et des modes de vie pour protéger des maladies chroniques. Alors, pour le recrutement se fait par conséquent par des voies de communication qui sont les plus larges possibles. Recruter 100 000 personnes, je pense que Compare a été confronté au même défi, ça demande une communication intensive. Alors, on a différentes façons de communiquer. La première, c'est d'aller à la rencontre avec le grand public, ce que je fais par exemple aujourd'hui. C'est aussi une communication, et vous l'avez peut-être entendu à la radio, à la télé, des communications à travers des médias. On a des ambassadeurs, Jimmy Mohamed, Michel Simès, qui relaient ces messages d'appel à la participation au French Gut dans leurs émissions. Et enfin, on passe aussi par des ambassadeurs digitaux, des influenceurs qui sont très efficaces et qui, quand ils font des appels, on s'aperçoit qu'ils ont un impact très important et notre taux d'inscription monte dans les minutes après les appels de ces ambassadeurs. Alors pourquoi participer au French Gut? Parce que, vous faites avancer la science et on ne vous demande pas d'argent, on vous demande du temps et un échantillon, quelques grammes de votre échantillon de fesses. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'en faire autre chose, mais en tout cas, si vous nous en donnez, nous, on sait quoi en faire. Après, en participant au French Gut, vous faites partie d'une communauté, vous aurez accès à des newsletters, à des updates régulières de où en est le projet, quelles sont les avancées du projet, et des webinaires qui seront organisés et vous aurez accès à des présentateurs, des scientifiques du projet qui vont vous faire un état des lieux de où on en est dans la recherche. Alors, quelques chiffres clés où on en est. On a ouvert la France principale l'année dernière déjà. Et aujourd'hui, on est agréablement surpris d'avoir déjà 28 000 participants qui ont retourné leurs dons de sel, qui ont rempli les questionnaires et donné leur consentement à ce projet. Quand vous regardez la population, eh bien, on est content de voir qu'il y a 2/3 de la population qui sont des populations des personnes qui ne déclarent pas de maladie. C'est important d'avoir des personnes saines, puisque ce sont des références qu'on pourra comparer aux personnes qui déclarent une maladie, puisqu'on a toujours besoin de comparer pour savoir s'il y a des signatures propres microbiennes, des signatures microbiennes propres aux malades ou non malades. 1/3 donc de ces personnes sont malades et on a décompté, Lindsay Goulet, donc la doctorante qui travaille dessus, a regardé aujourd'hui, on a environ 300 personnes qui ont déclaré avoir de l'endométriose. Notre participation aujourd'hui ici a pour objectif de faire monter ce chiffre, puisque comme ça l'INSEE pourra aller regarder s'il y a des signatures déjà du microbiote intestinal des patientes qui déclarent avoir de l'endométriose. L'idée c'est d'avoir cette signature, mais c'est d'aller un cran plus loin, et c'est pour ça que Fabien est là et qui va nous accompagner dans ces analyses. On sait qu'il y a un overlap, un recouvrement des symptômes de l'endométriose et des symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Donc, avoir une capacité de regarder ces symptômes avec un différent regard, avec ou sans diagnostic de l'endométriose, c'est quelque chose qui est important pour nous, pour bien faire la part des choses de personnes qui ont des symptômes dus à un dysfonctionnement de l'axe intestin-cerveau et des personnes qui auront des dysfonctionnements ou des douleurs liées à l'endométriose. Et vous voyez ici que l'archétype, le prototype des participants, ce sont plutôt des participantes entre 40 et 60 ans, plutôt urbaines. Donc, vous êtes les bienvenus, surtout si vous avez de l'endométriose. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à aussi embarquer vos conjoints, des amis, des mâles, des hommes. N'hésitez pas à les embarquer parce qu'on a aussi besoin de référents hommes en fait dans notre étude. Donc vous êtes aussi ambassadeur du projet en recrutant vous-même ou en faisant la promotion de ce projet-là. Alors concrètement, comment faire ? Vous allez sur le site, tout se passe sur Internet. Vous scannez le QR code, vous allez sur le site frenchgut.fr. Vous avez tout pour donner votre consentement, avoir les questionnaires en ligne, remplir les questionnaires. Et à l'issue de quelques jours, vous recevrez le kit de prélèvement chez vous. C'est un kit de prélèvement le même que vous recevrez quand vous aurez 50 ans, que vous avez déjà reçu pour faire un dépistage du cancer colorectal. Donc très simple d'utilisation. Vous renvoyez par la poste, c'est gratuit et vous aurez fait avancer la recherche. Bien évidemment, il faut avoir aujourd'hui plus de 18 ans et ne pas avoir certaines caractéristiques ici, ne pas être sous curatelle, ne pas avoir pris d'antibiotiques sous 3 mois, ne pas avoir eu de coloscopie avant 3 mois et résider en France métropolitaine.
Voilà, donc je terminerai là-dessus. On a besoin de vous, donc n'hésitez pas à participer massivement, et vous et votre entourage, vos familles, vos amis. Merci beaucoup.